Salut à tous, bienvenue pour ce sixième résumé de livre. Vous voyez, on trace niveau des résumés parce que comme je vous l'ai dit, j'ai lu plein de livres jusqu'au mois d'octobre et j'avais résumé aucun sur cette chaîne, donc là je le fais tout sur ce mois de novembre. On va parler de La Horde du Contrevent de Alain Damasio, qui est un livre de science fantasy, qui est un roman, qui est assez gros, il fait 550-600 pages je crois à peu près, et ça a été une énorme claque. Alors je ne lis quasiment pas. Je crois que j'en ai pas lu peut-être dans les 10 dernières années de fantasy. Et là, mais je me suis pris une claque monumentale comme je l'avais pas pris depuis Game of Thrones, je crois, ou peut-être même Harry Potter. Enfin, vraiment, c'est création d'un univers incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que moi, je suis un fan de philo et j'ai trouvé ça très 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 profond au niveau du message dans un univers fantastique. Et ça, je trouve ça super puissant. Alain Damasio a été incroyable là-dessus et on va partir pour résumer et analyser ce livre qui est incroyable. Let's go! C'est parti pour le résumé de La Horde du Contrevent de Alain Damasio. C'est mon livre préféré de cette année. Putain, je fais que dire ça à chaque fois, mais là vraiment, celui-là, une des plus grosses claques de ma vie en science-fiction. Mais c'est quoi cette folie? C'est quoi cet univers créé, ces personnages hyper attachants, alors qu'ils sont, putain, ils sont 30 000. Il y a 30 milliards de personnages, et pourtant, on s'attache à plein de personnages. Je crois qu'il y a 23 personnages dans la Horde. Franchement, il y en a au moins 10 que je connais comme si c'était des membres de ma famille, quoi. Je les kiffe de ouf et tout. Mais quel voyage, quel voyage. Pouh là 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 là. Bon, déjà, voilà, ça c'est juste l'intro. J'ai même pas encore parlé du livre, je vous dis déjà que ce livre c'était un truc de fou. Vraiment un truc de fou, une expérience. J'avais pas vécu ça depuis des années, donc vraiment c'était. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vraiment, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Euh, Chacun a sa définition de classique, mais je pense que c'est un truc qui peut être considéré comme classique par beaucoup de gens, et vraiment, ça m'étonnerait pas que ça le soit. Bon, la vidéo va s'organiser en deux petites parties. Là, une partie résumée qui va être très courte parce que j'ai vraiment envie que vous alliez lire le livre. Là, il faut lire ce livre. C'est pas vous devriez, je sais pas quoi, c'est il faut lire ce livre. C'est un devoir. Vous êtes un humain du 21e siècle. Vous devez lire ce livre parce qu'il est vraiment, vraiment incroyable. Et ensuite, je ferai une analyse un peu plus détaillée sur toutes les idées que j'ai vues, enfin qui sont nées dans mon esprit après la lecture de ce livre ou pendant la lecture de ce livre. Alors, petit résumé rapide. À chaque génération, en gros, dans ce monde dans lequel on est transporté par Alain Damasio, après une grande sélection dans le peuple des gens, donc il y a un peu une ambiance un peu médiévale, on ne sait pas trop, mais en tout cas, les gens se battent avec des armes blanches, il n'y a pas trop, il y a pas de pistolet, ce genre de truc. C'est un peu un monde voilà, fantastique. Dans ce monde fantastique, donc les gens se battent avec des armes blanches, etc. Et en fait, il y a un vent qui souffle en permanence et tout est construit autour de l'univers du vent. Donc il y a vraiment tout s'est construit autour du vent parce qu'en fait il y a un vent qui vient de face et en fait tous les humains qui vivent sur cette terre se prennent ce vent de face avec de manière plus ou moins violente avec des tempêtes de vent, avec des plein de différents vents, etc. Et il y a tout un vocabulaire qui a été créé autour du vent, etc. Dans ce monde, à chaque génération, après une grande sélection dans le peuple, on constitue ce qu'on appelle une horde, formée de 23 hommes et femmes avec des spécialités complémentaires. Donc tu as une meuf qui gère le feu, un mec qui est tout devant pour gérer la horde, un combattant qui va se battre dans les airs, un scribe. Il y a vraiment chacun a un rôle précis. Et en gros, ils vont donc avoir pour objectif de remonter à contre-vent en partant de l'extrême aval. Ils vont avoir pour objectif d'aller jusqu'à l'extrême amont, donc cette mystérieuse source de vent, pour en comprendre son origine et en fait délivrer l'humanité. Parce que comme vous pouvez vous en douter, vivre avec ce vent-là, c'est pas super agréable et puis les humains en souffrent, quoi. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a de nombreux mythes qui existent autour de cet endroit mystique qui s'appelle l'extrême amont. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-bas, etc. Il y a plein de fabulations qui sont faites tout au long du roman. Et puis, il y a nous aussi, on commence en écoutant un peu les histoires de chacun, les espérances de chacun sur ce qu'il y a là-bas, etc. Donc, comme je l'ai dit, il y a 23 personnages qu'on voit progressivement. On commence aussi à se faire notre propre imaginaire. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a en extrême amont? Je commençais à me poser des questions, etc. Et sur toute la lecture du livre, il y a ce doute, il y a cette fascination pour l'extrême amont qui commence à se construire. Et vraiment, quand je dis que c'est une expérience, c'est que en lisant ce livre-là, j'étais avec les personnages que j'ai remonté ce putain de chemin pour arriver jusqu'à l'extrême amont et c'était vraiment puissant de ouf. En gros, le livre du coup nous fait suivre le périple de la 34e horde de Contrevent. C'est-à-dire qu'il y a eu 33 hordes avant qui ont tenté et
qui probablement n'ont pas réussi à atteindre cet extrême amont. Et enfin, la particularité de ce livre, c'est qu'il est écrit à la première personne, et chaque personnage, à chaque paragraphe, va prendre la parole pour nous raconter à sa propre manière comment est-ce qu'elle a vécu telle ou telle étape, ses espérances, ses angoisses et compagnie. Et c'est un régal comme truc de lecture. J'avais un peu peur au début parce qu'en gros, euh, c'est assez. 23 personnages, c'est compliqué, je trouve, de se mettre. Enfin, je me disais, mais comment je vais pouvoir me rappeler des personnages, comment je vais pouvoir me rappeler de ce genre de trucs, etc. Et en fait, c'est super bien fait et je vais vous expliquer pourquoi. Avant d'analyser le message et de vous partager un peu mes pensées, je dois parler du style. Parce que le style d'Alain Damasio, il est, il est fou. Il est fou. Il y a plein de personnages, comme je vous ai dit, 23 personnages, je crois. Chacun a un signe. Et donc en fait, on voit même pas le nom du personnage, il y a juste le signe du personnage. Donc il y a un alpha, un oméga, un delta, puis après des signes un peu plus farfelus en fonction des personnages. Et en fait, il y a aussi, surtout une manière de parler pour chaque personnage. Par exemple, Golgoth, qui est le chef de la Horde, lui, il parle comme un bourrin, il est en mode hey, vont bouffer du vent, ces connards de merde, et hyper agressif, avec que des gros mots, etc. Il y a Pietro, qui lui est un peu un noble, lui, il parle de manière très soutenue, au contraire, un langage vraiment très très soutenu. Caracol, qui est un peu le poète de la Horde, pardon. Lui, Caracol, il va parler bah, comme un poète, quoi, c'est-à-dire qu'il a des passages vraiment magnifiques. Et là, j'étais choqué par la plume de Damasio parce que les passages de Caracol, mais c'est de la poésie, mais puissante et de la poésie incroyable. Et donc, ce livre, en fait, il mêle plein de styles aussi là-dessus. Il y a un peu le style, voilà, avec Golgoth, il y a un peu ce style à la Céline dans Voyage au bout de la nuit, un peu agressif, qui fait mal aux oreilles, quoi. Et puis il y a Caracol, au contraire, qui fait carrément penser à du Rimbaud et tout. Enfin, c'était fou. Les passages de Caracol sont magnifiques. À un moment, il doit participer à une joute oratoire avec plein d'épreuves sur la langue française, en fait, sur l'utilisation de la langue française, avec un concours de palindrome, un concours de jeux de mots avec des vers différents. C'est un régal. Vraiment, les passages de Caracol, c'est un régal vraiment abusé. Et il joue avec la langue française d'une manière mais magnifique. Vraiment, c'était très puissant. Il faut que j'accélère parce que je vois que je pars déjà alors que je n'ai même pas commencé à analyser le livre. Bon, en fait, sous ces airs de roman de fantasy, ce livre il porte plein de messages très puissants dont on va parler tout de suite. Il y a deux gros messages pour moi, qui sont ensuite divisés en petits sous-messages, mais deux gros axes. Premier axe, c'est le sens de la vie. Il y a une grosse réflexion pour moi à travers ce livre sur le sens de la vie. Tout d'abord avec la quête de l'origine du monde. Donc dans ce monde, tout le monde semble fasciné par l'extrême amont, et pour preuve, il y a énormément de candidats à chaque fois qui veulent rejoindre la Horde, et on sélectionne les meilleurs de chaque société, de chaque génération, pour partir dans cette quête. Donc la recherche de l'extrême amont, c'est vraiment quelque chose de primordial, quoi. C'est quelque chose qui concerne toute la société. On peut comparer cette recherche dans ce monde fantastique à la recherche du sens de la vie, dans le sens, enfin, dans la société actuelle ou dans le vrai monde, quoi. J'ai vraiment vu quelque chose de divin dans cette recherche, dans le sens où ils veulent savoir d'où vient le vent, comme nous, on veut savoir d'où vient le souffle de la vie, d'où vient l'origine de la vie. Dans notre monde actuel, la trace, donc avec la horde, etc., pour moi, ça serait la science, qui cherche à démystifier le monde pour le comprendre. En fait, nous, aujourd'hui, on utilise la science pour essayer de comprendre tout ce qui nous entoure, etc. Et ben eux, dans leur monde, ils avancent, et ils font leurs traces pour arriver à démêler tout ça pour comprendre le sens de la vie et l'origine de la vie. On met tellement d'énergie dans cette recherche que finalement on se dit qu'on peut être que déçu par la réponse. Et là je parle dans le cas de la Horde, mais aussi dans le cas de nous avec la science. C'est pareil dans les deux cas. On imagine tellement de choses différentes sur l'origine du vent dans ce livre, et sur l'origine de la vie pour nous dans la réalité, que je vois pas comment on peut ne pas être déçu par la fin. Parce qu'en fait, tout est mystifié, tout est imaginé, etc. Et j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vous dis pas tout de suite ce qui se passe à la fin de la Horde du Contrevent. Je vais le dire à un moment, hein, je serai obligé, mais là je le dis pas encore. Et vraiment, moi à la fin de la lecture de ce livre, j'ai l'impression d'avoir eu la réponse à l'origine de l'univers. Et je rigole pas. Après, à ce moment-là aussi, j'avais d'autres réflexions et d'autres manières d'avoir des réponses. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir la réponse à l'origine de l'univers, à la fin de ce truc. Parce que tu te mets tellement dans le livre, etc., tu te dis, mais oui, ça doit être ça. C'est fou. Donc voilà. Donc voilà, premier truc, c'est vraiment ce parallèle entre la quête de l'origine de la vie pour nous, et eux, la quête de l'origine du vent, quoi. Deuxième petit truc, toujours dans ce même axe du sens de la vie, ce qui est incroyable, c'est que
avec ce livre, j'ai compris que la vie, en fait, il y a une infinité de moteurs de vie possibles. Chaque personnage qui effectue cette trace, elle l'effectue pour différentes raisons. Il y en a un comme Golgoth qui veut être le meilleur, qui veut montrer à ses ancêtres que c'est lui le boss et que les autres c'était tous des merdes. Il y en a un autre qui le fait juste par curiosité. Il y en a un autre qui va le faire pour le plaisir comme Caracol. Il y en a un autre qui le fait parce qu'il veut écrire et qui veut mettre ça sur papier. Bon, chacun a quelque chose de différent, une raison différente. Et ça, c'est un message super puissant. Ils vont tous dans la même direction, mais pour une raison différente. Ça, c'est magnifique. Enfin, moi quand j'ai capté ça, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. On n'est pas obligé d'avoir le même moteur de vie pour faire un bout de chemin ensemble. Ça, voilà, c'est un petit truc que j'ai compris qui est magnifique. Et merci Alain Damasio, merci toute la Horde, vous m'avez régalé, vous m'avez fait comprendre ça. Troisième petit point, toujours dans le sens de la vie, dans cette réflexion, dans cet axe-là, et ben attention, là je vais devoir spoiler. Donc n'écoutez pas si vous n'avez pas encore lu le livre. 1, 2, 3, j'y vais. Il n'y a pas de sens. En gros, à la fin du livre, Sauve, du coup, le scribe, atteint ce qui se passe après l'extrême amont. Et en fait, il fait une chute pendant un long moment, on ne sait pas exactement combien de temps. Et en fait, il finit par retomber en extrême aval. Et oui, évidemment, c'est le truc du cercle et tout. Je commençais à un moment, non, je peux pas dire que je commençais à le voir venir parce que je serais mentir de dire ça. Mais je me disais, pendant un petit moment, il tease aussi dans le livre et tu te dis, en fait, il n'y a rien là-bas, quoi. En fait, il n'y a rien en extrême amont, il n'y a pas d'extrême amont, ça n'existe pas et compagnie. Et je sentais le truc un peu venir à un moment, mais le fait de revenir à l'extrême aval, à un moment, je me suis dit, putain, merde, c'est cliché de ouf. Et en fait, non. C'est juste le message global, il n'est pas cliché, c'est que, en fait, il n'y a pas de sens, et ce qui est cool, c'est la quête. C'est le chemin, quoi. Et encore une fois, ça sonne creux, ça sonne pipeau et tout. Genre, le plus important, c'est pas la destination, c'est le chemin et tout. Mais en vrai, là, quand vous lisez La Horde du Contrevent, cette phrase pipeau de merde, elle prend tout son sens. Parce que putain, qu'est-ce qu'on en a vécu des aventures. Qu'est-ce qu'on s'est régalé avec la Horde. Vraiment, ouais, là, c'est vraiment. Voilà, ça m'a remis cette phrase que je trouvais un peu cliché, un peu gnangnan. Bah en fait, ouais, c'est ça. Le but, c'est le chemin, c'est kiffer sa life. On s'en fout. De toute manière, on va vers rien du tout parce qu'il n'y a pas de sens. Et ça, c'est très camusien aussi, hein. C'est très Camus. J'ai beaucoup lu de Camus l'année dernière et j'ai reconnu à fond Camus là-dedans. Donc, il n'y a pas de sens dans la vie et que il faut donc explorer le champ des possibles et explorer à fond plein de trucs, quoi. Voilà, ensuite, on va passer sur le deuxième axe de réflexion qui est, je l'ai appelé l'expérimentation et le challenge permettent de se surpasser. Ça, c'est un peu le deuxième gros axe de ce livre. Premier truc, le confort, c'est la mort. Voilà, j'ai l'impression que dans ce livre, c'est un des messages que je retiens. Les Fréoles, à un moment, c'est un peuple qui, eux, vivent dans des bateaux volants, qui utilisent les vents du monde pour se déplacer. Les traceurs de la Horde les négligent un peu parce que finalement, ok, ils se déplacent rapidement et tout, et ils n'ont pas à galérer. Donc ils se déplacent beaucoup plus vite que la Horde, normalement, c'est évident. Mais en fait, ils connaissent pas grand-chose au vent, ils peuvent pas trop savoir ce qu'on vit pendant une trace et tout. Et puis ouais, pour la Horde, c'est un peu des tocards qui se laissent porter par le vent mais qui comprennent rien. Et eux, les Fréoles sont présentés comme un peuple qui profite, qui est toujours en train de boire, en train de kiffer sa vie et tout, et qui du coup, en fait, n'expérimentent pas ce que c'est que le challenge et la trace. Ils sont incapables de dépasser un certain point et d'atteindre l'extrême amont, parce que c'est justement en contrant depuis l'extrême aval jusqu'à la dernière ville connue du monde qu'on pourrait en fait acquérir l'expérience qui permettrait d'aller en extrême amont. C'est ce que pense la Horde. Et c'est pour ça que la Horde part de l'extrême aval, ne prend pas un bateau pour aller à la dernière ville connue et ensuite partir directement de la dernière ville connue. En fait, on s'attache tellement aux personnages, on a tellement envie qu'ils aient raison justement sur ce sujet-là, qu'ils aient pas fait tout ça pour rien, que c'est dur de se dire putain, les fréoles ils ont peut-être la meilleure vie, quoi. Parce qu'en fait, dans les moments de galère, par contre, pour le coup, quand la Horde est en galère, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ils auraient dû se faire aider par les fréoles, tu vois, ce genre de truc, ils vont pas mourir comme des merdes là-dessus, quoi. Et en fait, je me suis posé pas mal de questions, ça m'a vraiment fait réfléchir entre est-ce que je suis plus fréole, est-ce que je suis plus dans la quête, dans la horde. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, quand on n'apprend plus rien, on meurt. Et c'est en fait, c'est en sortant toujours de sa zone de confort qu'on progresse, et c'est en progressant qu'on continue à vivre. Et donc c'est vraiment cette image-là qui est faite dans le combat de la horde, dans la trace, pour ne jamais s'arrêter ne jamais s'arrêter d'avancer, quoi. Ensuite, chacun est spécialisé.
mais ils ont tous le même ennemi commun qui est le vent. Ça, pareil, j'ai trouvé que c'était un message super fort. Donc ils ont tous un rôle défini dans la lutte pour lutter contre le vent. Et en fait, je me suis dit à un moment, est-ce que le vent qui souffle constamment là, c'est pas tout simplement une métaphore du temps qui passe? On a tous notre petite vie, nos centres d'intérêt et compagnie, mais on doit tous lutter en fait contre le temps qui passe. On n'a pas le choix. Et qu'on choisisse comme les fréoles, de se divertir, de partir en divertissement, et puis de ne pas voir le temps passer en fait, ou alors qu'on choisisse au contraire comme la horde de lutter contre le temps, donc d'avancer et de sans cesse sortir de sa zone de confort pour continuer à avancer, ou alors qu'on soit quelqu'un de plus normal entre guillemets, qui vit sa petite vie, qui va parfois subir le vent, d'autres fois en profiter. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, dans la vie aussi, parfois il y a des périodes violentes dans notre vie, ça pourrait être l'équivalent d'un furvent, parfois c'est plus calme, parfois on est même porté par le vent. Et vouloir l'extrême amont, en fait, pour moi, c'est peut-être tout simplement repousser sans cesse ses limites, explorer le champ des possibles, un peu à la Camus, dans le temps qui nous est imparti. Et donc certains vont y arriver, d'autres mourront avant, d'autres encore voudront s'arrêter en chemin parce que leur situation elle leur suffit. Ils disent c'est bon, je suis arrivé à cette ville-là, j'ai vu ce que je voulais voir dans mon combat, j'ai assez combattu, maintenant je veux kiffer, genre, je veux juste rester ici, laissez-moi tranquille. Et bah pourquoi pas, chacun va faire ce qu'il veut. Moi personnellement j'ai envie d'aller planter mon putain de drapeau en extrême amont et je vais tout faire pour jamais m'arrêter d'avancer comme ce putain de Golgoth sur la fin parce que je veux pas vous spoiler encore une fois parce que je vais pas raconter cette scène, je veux que vous la lisiez, que vous la viviez, mais cette scène elle est incroyable, putain j'ai des frissons rien que d'y repenser quoi, vraiment c'était fou. Et donc voilà, donc je pense que pour moi voilà, ça m'a donné envie de continuer à explorer le champ des possibles, continuer à me surpasser tous les jours, à toujours apprendre des choses, des nouvelles choses, etc. Pour aller mettre mon drapeau sur l'extrême amont. L'extrême amont, c'est juste le but de la vie. En fait, c'est juste le but de la vie qui est d'explorer le champ des possibles pour connaître un max de trucs et en fait persévérer dans son être pour atteindre vraiment ça c'est le conatus de Spinoza, donc c'est vraiment un truc qui n'a aucun rapport, mais enfin qui n'a aucun rapport, si qui a un rapport justement, mais qui est pas du tout lié directement à Alain Damasio. Persévérer chacun dans son être pour, là je pars sur Nietzsche, mais pour devenir en fait un surhomme, mais pour devenir la meilleure version que de toi-même quoi. Et ça vraiment c'est une putain de leçon de ce livre. Et puis enfin, voilà le dernier point, donc qui va être un peu la conclusion de ce livre-là, avancer pour le plaisir d'avancer. Voilà, en fait, il n'y a pas de. Donc, avec la fin de l'Art du Contrevent, on se rend compte qu'ils aient fait ça ou pas, ça a été la même chose. Ah, même, attention, je respoil, mais quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte qu'une autre horde était déjà arrivée en extrême amont et que c'est pas les premiers. Donc, Golgoth, lui, est furieux et puis est dévasté parce qu'il voulait être la première horde à y être arrivée. Et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'extrême amont et que quelqu'un est déjà arrivé là-bas. Et donc, en fait, je pense que la grosse conclusion de ce livre, c'est que il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire que de la même manière que dans le mythe de Sisyphe, on s'était rendu compte que la condition de Sisyphe qui roule sa pierre en haut de la montagne et qui chaque jour doit recommencer à zéro paraît difficile, douloureuse. En fait, il faut imaginer Golgoth heureux. Il faut imaginer Sauve heureux. Il faut imaginer toute la horde heureuse parce qu'en fait, ils ont juste kiffé leur moment quoi. Et à la fin, Sauve du coup tombe en extrême aval. Et puis, enfin, pas vraiment extrême aval, mais il tombe dans un endroit, je sais plus exactement où ça. Mais il se retrouve avec la horde suivante qui a déjà commencé sa trace. Et il y a un nouveau Golgoth et compagnie. Et voilà. Et Sauve, enfin, moi je suis lui. Enfin, moi vraiment, quand je me suis imaginé à sa place, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce que je dis et tout. Et en fait, là, il va y avoir le choix soit de continuer cette putain de quête et de recommencer la quête tout en sachant ce qu'il y a à la fin, soit dire aux gens qu'il n'y a rien, mais du coup, là, tu tues l'espoir de tout le monde, et en fait, les gens ne vont même pas te croire. C'est ça le truc aussi. C'est que plusieurs fois, en fait, ça c'est hyper intéressant aussi. Plusieurs fois, il y avait des indices qui disaient qu'il n'y avait rien en extrême amont. Et c'était même un moment explicite dans une bibliothèque qui avait marqué il n'y a rien en extrême amont et tout. Et en fait, les gens y croyaient tellement à l'extrême amont et tout qu'ils disaient c'est impossible, je ne peux pas y croire, je dois aller voir, vérifier pour mes propres yeux et tout. Et en fait c'est ça aussi, je pense l'introspection et le sens de la vie, etc. Et chacun avance, sort de la matrice et avance à sa manière dans son esprit. Et en fait ça sert à rien d'expliquer à des gens qui sont moins éveillés que toi telle ou telle chose qu'en fait ils ne pourront pas vraiment comprendre tant qu'ils ne l'auront pas senti et expérimenté. Donc c'est exactement la même chose là-dessus.
Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal parlé, donc je vais m'arrêter ici. En tout cas, je pourrais te parler des milliards d'années sur Caracol et tout. Je pense que mon pote jeune artisan, il est fan aussi de ce livre, c'est lui qui me l'a recommandé, d'ailleurs, merci. Je pense qu'un jour, il y aura un projet qui se fera autour de cet univers. Je sais pas ce que ça va être, j'en sais absolument rien, mais il y aura forcément cet univers, je veux pas le lâcher. Et comme il y a qu'un livre et une BD autour de cet univers-là, je veux moi-même faire un truc autour de ça parce que cet univers il est trop puissant, il est incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté ce résumé. Bise et à bientôt pour un prochain résumé. Ciao!